Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors cette édition va nous plonger dans plusieurs fictions, parfois très proches de la réalité. La première s'appelle Cyber Wargame. C'est un jeu de société au ressort véritablement sérieux. Ici, le joueur abat ses cartes dans un cyberespace criminel. J'interviewerai Faiz Djelouli sur cette idée originale dans quelques instants. Autre projection plus futuriste, le transhumanisme. Alors j'ai convié deux chercheurs passionnés par le sujet pour nous dire ce qu'ils savent et ce qu'il pense aussi de ce mouvement. Notez qu'un expert du jeu vidéo passera également donner son avis sur le jeu Cyberpunk 2077. À l'occasion de ce débat, on parlera évidemment de ce titre événement qui sort demain et aborde avec noirceur le mythe transhumaniste. Notre rendez-vous Game Business, lui, reviendra sur ce qui a fait le succès des grands studios français. Et puis nous conclurons cette édition avec l'histoire d'une expérimentation réussie dans le domaine de la fusion nucléaire. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour Faiz Djelouli. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec ce jeu qui pourrait être un bon cadeau de Noël, mais alors un cadeau vraiment extrêmement sérieux. Vous êtes président cofondateur de la société Olyseum, c'est un cabinet de conseil, formation et intégration en cybersécurité. Et donc vous lancez ce jeu avec Game Partners, qui est lui un spécialiste du serious game, un jeu de société. Alors en quoi consiste-t-il? Déjà racontez-nous le scénario dans lequel vous allez nous plonger. D'accord, donc Cyber Wargame est un jeu de mise en situation qui se joue en équipe. Donc vous avez d'un côté des attaquants et de l'autre côté des défenseurs. Et au milieu, vous avez une organisation avec un certain nombre d'actifs. Et ces actifs-là, s'ils venaient à être compromis, cela occasionnerait des impacts de diverses natures sur cette même organisation. Impact financier, impact humain ou impact tout simplement sur les opérations. Donc les attaquants ont un objectif d'impact qui n'est pas révélé aux défenseurs, qui ne sera révélé qu'à la fin, au moment du décompte des points. Et pour pouvoir atteindre ces impacts-là, ils sont obligés de perpétrer un certain nombre d'attaques sur des vulnérabilités qui sont associées à ces actifs de cette organisation-là. Donc il va sans dire que selon la nature de la vulnérabilité, eh bien, certaines attaques vont fonctionner, et certaines défenses, par la même occasion, vont également fonctionner. Donc parmi les joueurs, on peut être à la fois attaquant et défenseur. C'est un peu le côté amusant. Donc on peut jouer une partie en attaquant, une partie en défenseur. Ça permet en quelque sorte de mettre en perspective toutes ces notions, vous savez, d'attaque, défense, vulnérabilité, et impact sur les organisations. Et cela est de nature, nous le croyons en tout cas, à améliorer la sensibilisation des collaborateurs, donc des utilisateurs, et voire même du grand public, sur la nécessité d'observer certaines bonnes pratiques pour pouvoir protéger soit des actifs d'une entreprise, soit même, par extrapolation, ses actifs personnels. Mais ça veut dire que, évidemment, c'est un jeu de sensibilisation, mais ça veut dire qu'on va apprendre des techniques de hackers aussi, de pirates. Alors on va les connaître en théorie, hein. Vous savez par exemple lorsque vous... c'est très important de comprendre et de connaître ce contre quoi on doit se prémunir, hein. Si par exemple vous avez une vulnérabilité qui est un mot de passe faible, à ce moment-là, l'attaque associée à cela, ça pourrait être par exemple une attaque brute force, qui consiste à tester plusieurs millions de combinaisons, et qu'il est d'autant plus facile de parvenir à trouver la bonne que le mot de passe est faible. Alors là, je suis en train de découvrir le jeu. C'est véritablement un jeu de cartes. Alors, je dirais un jeu de plateau, en fait. Parce que c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de cartes. Pourquoi avoir choisi ce format très jeu de société familial ? Alors, au fait, ce qu'on voulait, c'était un format qui puisse s'adapter à divers contextes. À la fois un contexte professionnel, entre collègues, par exemple, mais également, et au gré de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, où beaucoup de personnes ont recours au télétravail, cela les amène à être également très exposés à certaines cyberattaques du fait de leur environnement. Donc, il était judicieux d'exporter la cybersécurité dans les foyers des collaborateurs, de sorte à répandre une culture cybersécurité, y compris même dans les sphères privées des collaborateurs.
Et alors du coup, on peut y jouer avec des enfants. À quel âge on peut commencer à jouer à Cyber Wargame? Et quel niveau de connaissance faut-il avoir en cybersécurité? Alors, il n'y a aucun niveau de connaissance à avoir pour pouvoir y jouer. L'intérêt, justement, c'est qu'à mesure que l'on y joue, on va augmenter son niveau de connaissance grâce notamment à la mécanique de jeu, mais également à un livret pédagogique qui est livré en français et en anglais à l'intérieur. Et puis, on peut commencer à y jouer à partir de l'âge de 8 ans. On a d'ailleurs eu d'excellents retours de nombre de testeurs. Et si on est un petit peu expert, on risque pas de s'ennuyer? Non, du tout, parce qu'il y a cette mécanique de jeu, il y a un peu de manipulation. Donc, vous savez, nos partenaires, Game Partners, ont bien conçu une mécanique de jeu de sorte à garder un côté ludique, stimulant et avec une certaine incertitude de jeu. Donc, c'est ce qui est de nature à stimuler finalement le joueur et à l'intéresser. Alors, c'est quand même un serious game, c'est-à-dire ça a une vocation éducative, pédagogique. D'ailleurs, il est, vous l'avez dit, en version bilingue. Donc, c'est destiné aux organisations, plutôt aux entreprises, comme quoi un cadeau de Noël qu'on ferait à travers le CE, par exemple. Voilà, exactement. Ça peut être sous ce format-là, un cadeau de Noël, mais même passé Noël, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Je dirais même qu'au fait, le jeu est une composante essentielle de la palette des outils de sensibilisation dont disposent les organisations. Alors pourquoi le jeu est essentiel? Parce que les neurosciences et les sciences cognitives nous montrent au fait que c'est par le jeu que l'on arrive le mieux à fixer des connaissances dans le temps, parce que ça stimule, parce que ça met en musique des émotions, l'attention du sujet apprenant est beaucoup plus présente, donc c'est tout bénef en quelque sorte. Oui, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on devrait retenir aussi dans le système éducatif pour le plus jeune âge. Il y a également une web-série qui accompagne votre activité, qui est à mi-chemin là aussi entre la pédagogie et la promotion de solutions. Ça fait partie maintenant du nouveau job des spécialistes de la cybersécurité, de trouver des moyens d'éduquer le public, d'éduquer les utilisateurs sans forcément leur vendre des solutions. Tout à fait, puisque la cybersécurité n'est plus une affaire d'informaticiens uniquement, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc il semblait important d'avoir un discours à l'encontre des non-spécialistes, des profanes, dirait-on, afin de démystifier cette problématique et de fixer sur un certain nombre de points très importants, parce que aussi complexes que peuvent être les attaques et aussi spectaculaires que peut être parfois l'impact sur les organisations qui en font la mère expérience, eh bien, il n'en demeure pas moins que l'application de certaines mesures basées sur des principes simples permet de réduire considérablement le risque de s'exposer à des cyberattaques. Parce qu'il y a un terrible constat en fait qui est fait, c'est que les outils, ça ne suffit pas. Installer des logiciels, des pare-feux, des antivirus, tout ce qu'on veut, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le maillon faible, on le dit depuis longtemps, mais alors c'est encore plus criant actuellement, c'est vraiment la malveillance qui s'adresse directement à l'humain qui est derrière son ordinateur. Tout à fait. Lorsqu'on observe la quasi-totalité des cyberattaques, elles impliquent à un moment donné l'exploitation d'une faille humaine. Et je pense que, vous savez, le travail d'un RSSI, c'est à la fois de réduire l'impact potentiel d'une défaillance humaine et de traiter le risque résiduel par de la formation. Aujourd'hui, les responsables des systèmes d'information, de la sécurité, les RSSI, comme vous dites, ils ne s'occupent pas de cette éducation des collaborateurs dans l'entreprise. Alors, de plus en plus, et c'est quelque chose qui est très présent. Ça fait partie des mécanismes de cyber-résilience ? Exactement, oui, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne sait pas encore parer à l'ensemble des dysfonctionnements d'origine humaine. Donc forcément, on est obligé de faire de l'éducation, du contrôle, dirait-on, humain. Et il faut que ça avance beaucoup plus vite. Je le disais dans le teaser de cette émission, on constate actuellement que ce qui avait été prédit pour le Black Friday se passe. Autour de nous, on a beaucoup de personnes qui sont victimes d'attaques sur leur carte bancaire. Donc prudence. N'hésitez pas, tous les moyens sont bons pour parler de la cybersécurité. Merci beaucoup Faiz Djelouli, PDG de Holiseum et créateur donc de ce jeu, co-créateur de ce jeu Cyber Wargame. Nous, dans quelques instants, c'est l'heure de notre débat sur le transhumanisme.
Mythe, religion ou plausible avenir de l'homme, quelle réalité revêt le transhumanisme, quelle réalité au pluriel d'ailleurs? On en débat avec Jean-Gabriel Ganassia, président du comité d'éthique du CNRS, chercheur en intelligence artificielle au laboratoire d'informatique de Paris 6 et expert des humanités numériques, entre autres qualités. Alors Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes notamment l'auteur d'un essai critique, Le mythe de la singularité, ou encore du roman Ce matin, maman a été téléchargée, que vous avez signé sous un nom de plume. C'est une fiction qui dénonce les perspectives transhumanistes sur le plan éthique. À ses côtés, à côté de Jean-Gabriel Ganassia, Brice Nguessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, premier magazine de jeux vidéo en France, qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année. Brice Nguessan nous offrira la critique du jeu Cyberpunk 2077 qui sort demain 10 décembre et imagine un futur proche à la fois sombre et transhumaniste. Et enfin, connecté en visio avec nous, Stanislas Depré, docteur en philosophie, diplômé en sociologie et anthropologie. Il a participé à la création de la première chaire universitaire française sur le transhumanisme à l'Université catholique de Lille. Et il a coécrit et écrit également une douzaine de livres, dont les 4 derniers portent sur le transhumanisme. Alors voilà pour les présentations. Jean-Gabriel Ganassia, ce sujet du transhumanisme, je sais qu'il vous passionne, mais alors pourquoi cela ? Mais il me passionne parce que j'ai, depuis un certain nombre d'années, constaté qu'il y avait des déclarations de gens qui prétendaient être des spécialistes d'intelligence artificielle et qui allaient bien au-delà de ce que je pensais qu'il était possible de faire. Et donc, il m'a semblé de mon devoir en tant que scientifique d'expliquer que les arguments qu'alléguaient ces soi-disant scientifiques, qui étaient d'ailleurs plutôt des ingénieurs, n'étaient pas tout à fait fondés. Et ça m'a conduit à examiner en détail, à scruter tout ce qui se disait. Et c'est là où j'ai appris qu'au-delà, bien sûr, de ces histoires de science-fiction, on avait aussi tout un arrière-fond imaginaire qui va jusqu'à créer une religion qui s'appelle la Voix du futur, par exemple, et bien sûr qui pose des questions intéressantes de ce point de vue-là. Et j'ai fait dans mon livre d'abord une analyse en tant que scientifique des arguments qui justifient le transhumanisme, mais aussi j'ai essayé de faire un parallèle entre ces perspectives et ce que les gens ont appelé dans le 2e siècle après Jésus-Christ, les gnoses. Ce sont des courants spirituels qui laissent entendre que l'on pourrait, par la connaissance, arriver à réparer le monde et à accéder à une spiritualité nouvelle. L'idée, c'est que le monde est mal fait, que Dieu est un faux démiurge et qu'il n'a pas bien fait les choses et qu'il faut les réparer. C'est exactement ce que veulent faire les transhumanistes. Ils nous disent, par exemple, on vieillit, alors on va essayer de regarder dans notre génome qu'est-ce qui explique le vieillissement, puis on va réparer ça et comme ça on va être éternellement jeune. De même, la conscience elle est dans un corps, mais ce corps on peut le jeter, et puis on va la transposer, enfin la mettre sur une machine et ensuite à réincarner dans un autre corps. Et alors ça a été ça l'objet de mon roman, parce que je me suis dit, indépendamment de la réalité ou de la vraisemblance de ce genre de choses, ce serait une histoire un peu cauchemardesque. Vous imaginez un jeune homme, il a 33 ans, donc ça c'est maman a été téléchargée ce matin. Et alors sa mère, qui sent que sa mort est prochaine, décide de sauter le pas, de télécharger sa conscience sur une machine et de se réincarner. Et elle charge son fils de s'occuper du robot. Il faut l'acheter. Elle l'a déjà commandé. Elle lui a dit, tu veux le voir? Il dit non, ça se fait pas quand même. Puis au moment où elle se télécharge, il se rend compte qu'elle a choisi un robot sexuel. Alors bien sûr, on comprend cette dame, elle veut vraiment un corps formidable, mais lui, ça le trouble un peu. Alors je crois que c'était intéressant comme situation. Et de voir les questions, effectivement, éthiques que ça peut poser. Le premier ouvrage qu'on a cité, c'est Le mythe de la singularité. Qu'est-ce qu'on appelle la singularité? Alors, c'est une idée qui vient de la science-fiction, qui a été introduite dès les années 50 par des gens qui étaient des mathématiciens, mais qui ensuite se piquaient d'écrire un certain nombre d'ouvrages, qui a été reprise par beaucoup d'écrivains de science-fiction. Et c'est l'idée que les machines vont
être si puissante qu'à un moment donné, l'intelligence des machines sera supérieure à la nôtre. Et là, sur plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Le premier, c'est que si elles sont supérieures à nous, elles vont prendre le pouvoir et elles vont nous réduire à l'état d'esclaves. Et ça va se produire d'un seul coup. C'est pour ça qu'on parle d'une singularité. C'est au sens mathématique, c'est-à-dire c'est un point particulier, c'est un point d'inflexion, c'est un croisement entre l'intelligence des machines. Alors je fais ce signe parce que c'est supposé aller de façon exponentielle, c'est-à-dire tout d'un coup monter. Et puis l'intelligence de l'homme, alors en général ils sont optimistes d'ailleurs, hein, si vous voyez les courbes, ils pensent qu'elle augmente. Hein. Quand même. Si elle augmente, elle est dépassée par l'intelligence des machines. Et donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que on réussisse à s'hybrider à ces machines et bien sûr à devenir immortel grâce à cela. Alors les uns, par exemple Ray Kurzweil, qui est un employé de la société Google, défend cette idée d'hybridation, et puis les autres qui nous disent... C'est un des grands gourous du transhumanisme. Voilà. Et puis les autres, alors comme Elon Musk par exemple, il nous dit c'est dangereux, c'est terrible, c'est affreux, on va être dépassé par les machines, et il nous dit j'ai une solution, parce que c'est un type formidable, il a des solutions à tout. Alors sa solution, c'est de nous mettre une puce dans la tête qui va augmenter notre intelligence et qui par la même occasion nous permettra d'être en réseau avec l'ensemble des intelligences du monde. Il appelle ça l'esprit de Neuralink. Voilà, Neuralink, le lien entre les cerveaux des hommes du monde entier. C'est une perspective extraordinaire. Il oublie de dire que bien sûr, puisque il sera le directeur, le président de la société Neuralink, il pourra mettre dans nos têtes ce qu'il veut. Et donc ce serait la pire dictature qu'on puisse imaginer. Heureusement quand même, pour les gens qui nous écoutent, les résultats actuels des neurosciences ne permettent pas d'imaginer que ça va se réaliser. Oui, donc ce sont des scénarios qu'on ne peut pas totalement réfuter, mais qui semblent peu probables. Alors, Brice Nguessan, puisqu'on est dans les scénarios, demain, c'est un grand jour pour tous les gamers. La sortie officielle de Cyberpunk 2077. Alors, c'est un jeu très attendu. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quand même le point de départ de ce scénario. Donc, le joueur va incarner un mercenaire qui part à la recherche d'un implant unique qui sera la clé de l'immortalité. Donc là, on est en plein mythe transhumaniste. Exactement. Alors, comme bien souvent dans ce type d'histoire, on est dans un univers dystopique. Ça se déroule en 2077 aux États-Unis, en Californie et dans la ville de Night City. Et il faut savoir que en 2077, la ville de Night City est élue comme la pire ville aux États-Unis. C'est pas si loin que ça, finalement. Une cinquantaine d'années, quoi. C'est pas si loin que ça. Et c'est vrai que c'est un univers dans lequel les gens peuvent avoir accès à des implants. Votre personnage, en effet, qui s'appelle V, est mercenaire et peut se greffer toutes sortes d'implants via ce qu'on appelle des charcudocs. En français, on imagine, entre charcutier et docteur, okay. Qui peuvent vous améliorer vos capacités. Alors c'est vrai que V, on fait de nous des cyborgs dans cet univers. V est plutôt une arme, en fait. Vous pouvez améliorer sa rapidité, les dégâts qu'il peut encaisser si on lui tire dessus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le jeu. Après, au-delà de ça, sur la trame de fond même de Cyberpunk 2077, c'est une ville, en effet, où les gens peuvent, alors selon leur classe sociale, accéder à des implants. Mais de manière générale, dans Cyberpunk, on met, je dirais, on fait en sorte de rendre la vie des gens plus facile par le biais d'un plan. Et vous allez avoir, par exemple, tout le monde a un câble qui permet de se connecter à des machines, qui permet non seulement, évidemment, de se connecter avec des machines, mais qui est aussi une sorte d'identité pour vous, pour accéder à vos comptes, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que c'est assez prégnant au-delà de notre personnage. On a même aussi la population et qui enquête de ça en fait dans cette ville qui est sous l'emprise quand même de la violence, faut le dire, mais parce qu'on a des corporations au-dessus. Alors, qui gère ça en fait. On voit les images, ça reste quand même un univers très sombre là, parce qu'on pourrait se dire que c'est finalement assez réjouissant de pouvoir avoir des implants qui nous facilitent la vie, d'être en quête d'immortalité. Et non, c'est assez cauchemardesque comme vision du futur. Exactement. Ça veut dire quoi? Que le transhumanisme n'est pas une quête réjouissante non plus dans Cyberpunk? En fait, c'est pas une quête réjouissante dans la mesure où vous avez des corporations qui dirigent ça. Et en fait, c'est toute la problématique même que vous avez dans Cyberpunk. C'est-à-dire que les gens sont venus dans cette ville en quête d'espoir.
Et d'un côté, on sait qu'il y a des classes qui sont défavorisées, et en même temps, on se dit, si j'arrive un jour à avoir cet implant, ou pour une personne, même un ancien militaire qui a perdu un membre, si je peux demain avoir la possibilité de récupérer mon membre, je vivrai mieux. Et c'est vrai que tout le monde est un peu en quête de ça, mais tout le monde ne peut pas accéder à ça. Et Donc c'est pour ça semble c'est pour être ça un qu'il y a autant monde meilleur, de... mais finalement, pour y arriver, il va falloir combattre les inégalités sociales. Oui. Et encore, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de changer ça, en tout cas. Bon, alors, est-ce qu'on est si loin de la réalité? Je ne sais pas. Nous allons donner la parole à Stanislas Depré, chercheur associé à Ethics, l'Université catholique de Lille. Bonjour Stanislas Depré. Bonjour. Je vais citer vos derniers ouvrages. Anthologie du transhumanisme, qui est paru cette année, Le corps des transhumains en 2019, Généalogie et nature du transhumanisme en 2018. Qu'est-ce qui fait que ces dernières années, vous vous êtes intéressé à ce point au sujet du transhumanisme? Alors, à l'Université catholique de Lille, nous nous sommes intéressés au transhumanisme parce qu'on a reçu des fonds de la région Hauts-de-France. Ça, c'est une bonne raison. Et parce que nous avons... Ben oui, mais les chercheurs doivent bien trouver des fonds pour pouvoir rechercher. Alors, ce qui intéressait la région Hauts-de-France et ce qui intéressait aussi Pierre Giorgini, le recteur de cette université à l'époque, c'était de pouvoir déceler des innovations les innovations en rapport avec un imaginaire technique. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner demain? À quoi faut-il s'intéresser aujourd'hui pour être efficace demain? Bon, ça c'était la commande, et il nous est apparu que un certain nombre d'auteurs ou de courants ou d'innovations se rattachaient à un courant appelé transhumanisme. Alors qu'on connaissait, enfin moi je travaille là-dessus depuis, ça fait une dizaine d'années maintenant, mais donc on a vraiment commencé sérieusement il y a 5 ans maintenant. Et nous nous sommes rendus compte, et d'ailleurs la chaire a un peu changé d'optique, étudie maintenant davantage les nouvelles technologies, parce qu'on s'est rendu compte que le transhumanisme, c'était essentiellement de l'imaginaire. En tout cas, ce qu'on appelle transhumanisme, je dirais il y a 3 niveaux. Il y a d'une part des groupes et des personnes. Le professeur Ganassia a cité Ray Kurzweil ou Elon Musk. Bon, il y a aussi Max More. Enfin, il y en a une série. Je ne vais pas donner les noms, c'est très fastidieux. C'est essentiellement un mouvement anglo-saxon, mais il y a aussi quelques transhumanistes, ils ne sont pas très nombreux, mais quelques transhumanistes en France, autour de Technoprog notamment. Et il me semble que ces gens-là sont plutôt inoffensifs et plutôt, je dirais, de doux rêveurs. Enfin, je parle en tout cas pour les transhumanistes français. Pour Ray Kurzweil, c'est peut-être un peu différent. Donc ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau où le transhumanisme, c'est un mouvement plus ou moins souterrain. Alors voilà, par des sociétés qui fabriquent des prothèses, ou bien Neuralink, ou bien d'autres sociétés qui parfois ou souvent ne se disent pas du tout transhumanistes. Donc certes, il y a Neuralink qui travaille sur des puces à implanter dans le cerveau, mais il y a plein d'autres sociétés qui pousseraient des hauts cris si on disait qu'elles font du transhumanisme, mais qui en fait font exactement ce que les transhumanistes disent vouloir faire. Troisième niveau, et c'est le plus intéressant, c'est le niveau de l'imaginaire. Le mot a été évoqué aussi, et là, de fait, ça tend à rejoindre une religiosité, que je dirais millénariste plutôt que gnose, mais peu importe. Et imaginaire, pour moi, ça c'est le niveau le plus important, parce que c'est un niveau qui nous concerne tous. Le fait qu'il y ait des jeux vidéo ou la littérature de science-fiction, ou le fait que vous en parliez dans une émission destinée, je pense, à des entrepreneurs, ça c'est déjà un signe que ça n'intéresse plus seulement quelques personnes, quelques individus particuliers, un peu fous peut-être, ou quelques personnes riches qui veulent nous envoyer sur Mars comme Elon Musk aussi, mais ça intéresse maintenant le grand public. Et ça, à mon avis, c'est ça qui doit être décrypté avec le transhumanisme. Alors, on a vu effectivement des entreprises qui travaillent sur des prothèses. On a fait une émission dédiée à ça. D'ailleurs, on a reçu le premier homme à s'être fait greffer une main bionique. Donc, est-ce qu'on fait une première expérience finalement d'une existence cyborg ou du transhumanisme selon vous quand on a une prothèse qui fait partie de notre corps, Stanislas Depré?
Selon moi, non. Et d'après, enfin, alors je ne suis pas spécialiste du domaine, mais pour avoir entendu et discuté avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, il semble que donc il y a donc des gens en attente de prothèse ont très clairement cet imaginaire transhumaniste et l'imaginaire où on peut vous greffer une main qui sera bien meilleure que la main de base. Bon. Alors, les professionnels, eux, attirent l'attention sur le fait que les prothèses fabriquées aujourd'hui sont parfois moins bonnes que celles qu'on fabriquait, tout à fait mécaniques, donc celles qu'on fabriquait des années 50 ou 60. Alors, pour un certain nombre de raisons. Alors, ceci dit, bon, ces prothèses progressent, mais ce qu'on vous montre souvent, peut-être comme ici le monsieur qu'on est en train de voir, de fait arrive à réaliser des prouesses, sauf que le type de commande demande un entraînement extraordinairement difficile et c'est, semble-t-il, épuisant. Et donc, c'est pas du tout au point, peut-être que ça le sera d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est pas du tout au point. Alors, et donc, on est devant un hiatus entre des demandes de patients qui pensent qu'on va pouvoir arriver à quelque chose d'absolument extraordinaire, et puis la réalité qui est très prosaïque, et alors qui est d'autant plus prosaïque que les prothèses comme celles que vous voyez à l'écran, elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ou par l'État, et donc il faut vraiment être riche ou bien bénéficier d'un programme de recherche pour pouvoir en avoir. Alors, il y a effectivement, dans le transhumanisme, il y a cette idée de dogme augmenté, puis il y a aussi cette idée de tuer la mort. Jean-Gabriel Ganassia, finalement, c'est plutôt intéressant de se dire qu'on va travailler, qu'il y a des scientifiques, des sociétés importantes en technologie, dans les biotech. On peut citer, par exemple, Calico, qui est chez Google, qui travaille à lutter contre le vieillissement, contre les maladies et pour l'immortalité. Oui, c'est un très vieux rêve humain qu'on essaye de réaliser avec la technologie. Alors, il faut d'abord Qu'est-ce qu'il y aurait d'effrayant là-dedans, finalement ? Que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, augmentés. Dire autour de la table, je vois que, mis à part moi, vous êtes tous les deux augmentés par des lunettes. Absolument. Et elles sont indispensables. Sinon, à partir d'un certain âge, nous aurions des difficultés à lire. Et bien sûr, ces augmentations sont des réparations. Et ce sont en plus des augmentations réversibles. On peut enlever ces lunettes. Alors avec les bras artificiels, bien sûr, c'est un peu différent, mais en général, ce sont des gens qui ont perdu le bras. Alors question, est-ce que si on trouve que le bras est très bien, on va se demander à couper l'autre bras pour l'augmenter ? Alors vous allez me dire, c'est loufoque. Il faut savoir que vous connaissez tous l'histoire de ce coureur qui s'était mis des lames sur le pied. Voilà, Oscar Pistorius. Mais vous connaissez moins l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jennifer Bradshaw, qui avait la même affection qu'Oscar Pistorius sur une jambe, mais qui, l'autre jambe, alors bien sûr, ça la déséquilibrait, elle avait du mal, et elle rêvait de courir comme Oscar Pistorius. Alors elle a demandé à son médecin de lui couper l'autre jambe pour lui mettre une lame. Et là, on voit le basculement entre, d'un côté, ce qui relève de la guérison, de la réparation, et d'un autre côté, l'augmentation. Puis bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans l'imaginaire, c'est de se dire, on va s'équiper comme ça de tout un tas de fonctionnalités supplémentaires, jusqu'à se dire, effectivement, on va changer de corps, comme cette mère que j'ai imaginée dans mon roman, ou devenir immortel. On reprend là des thèmes qui sont anciens, qui sont existants dans l'imaginaire depuis des siècles. Simplement, on nous laisse entendre que la technologie contemporaine nous permet d'y arriver. Et je crois que ce qui est important, c'est d'une part de laisser la part de l'imaginaire, elle est importante, elle a toujours existé, mais de bien montrer que entre la réalité technologique et scientifique et cet imaginaire, il y a un gouffre et que nous ne sommes pas prêts de pouvoir... Alors, cela dit, cette crise Covid-19 a un peu remis les choses à leur place parce que le technosolutionnisme ou le scientisme même est un peu mis à mal quand on s'aperçoit que face à une pandémie, on revient à confiner les populations. Il y a un principe de réalité, bien sûr, dont il faut se rendre compte. Alors ensuite, on peut se demander, mais pourquoi ? C'est ça le paradoxe qui m'a conduit d'ailleurs à écrire le livre « Le mythe de la singularité ». Ces gens qui sont des utilisateurs de l'intelligence artificielle, qui sont même des employeurs, c'est eux qui développent les technologies d'intelligence artificielle, comme Google ou comme Elon Musk,
en même temps, on nous explique que l'intelligence artificielle est dangereuse, qu'elle est problématique, dans le cas d'Elon Musk, et qu'en même temps, il va nous aider à aller au-delà. Et donc ça laisse entendre qu'il y a quelque chose d'un peu trop. Et moi, on a parlé de l'imaginaire tout à l'heure, je crois qu'effectivement, c'est un imaginaire que ces industriels essayent de développer, de déployer massivement. Ça correspond à ce qu'on pourrait appeler une idéologie. En tout cas, c'est très présent chez les ingénieurs, c'est très présent dans ces grandes sociétés. Et comme vous le disiez à l'instant, ça laisse entendre que la technologie permet de résoudre tous les problèmes de l'humanité depuis son origine. Et en même temps, bien sûr, derrière, on voit bien qu'il y a peut-être d'autres stratégies, c'est-à-dire qu'on veut nous masquer des choses. Et ce que je crois, c'est que l'intelligence artificielle ne nous permettrait pas de vivre éternellement. En revanche, elle va transformer, et elle commence déjà à transformer totalement la société, et qu'il y a un certain nombre de dangers, et que cet imaginaire tout à fait mirifique, alors qu'il soit inquiétant ou fascinant, en réalité cache des réalités, bien sûr, dont il faut discuter dès à présent. C'est ça, c'est que les scénarios les plus plausibles, il faut déjà commencer par les adresser et poser les questions, les premières questions éthiques des déploiements de l'IA. Ce sont des scénarios imaginaires. Or, lorsqu'on est scientifique, si on est rationnel, il faut qu'on regarde tous les scénarios. Puis, bien sûr, il y en a qui sont parfaitement implausibles. Ça ne veut pas dire qu'ils soient impossibles. Ça veut dire que la probabilité qu'ils adviennent est très 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 faible. Par exemple, si vous prenez deux ballons, puis la probabilité que toutes les molécules aillent d'un côté d'un ballon dans le deuxième, c'est presque nul. Et donc ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, où on aura le temps de s'en préoccuper quand on se rapprochera de cette possibilité. En revanche, la réalité présente de ces technologies, les transformations politiques qui sont liées au développement des réseaux sociaux, au traitement des données, à la reconnaissance faciale, au crédit social, ça nous touche vraiment tous les jours. Et je crois que c'est de ça dont il faut parler. Mais bon, on peut aussi s'amuser à parler c'est tellement passionnant, l'imaginaire. Alors, je voulais revenir à Brice Nguessan. On arrive à la fin de cette émission. Le transhumanisme, c'est pas nouveau, c'est pas uniquement dans Cyberpunk qu'on le voit arriver dans le jeu. Non, mais c'est ça qui est assez formidable. Monsieur Duprat en parlait tout à l'heure en disant que le jeu vidéo ou même le cinéma s'y intéresse. Et en fait, on se rend compte qu'on a toujours baigné dedans, sans mettre un mot en fait, même quand on était plus jeune. Je pense notamment, il y a un jeu qui s'appelle Bionic Commando qui est sorti en 1987. Et dans Bionic Commando, vous incarnez un militaire qui est équipé en fait d'un bras bionique, et avec ce bras, ça va lui permettre en fait d'atteindre certaines plateformes, puisque dans les jeux à l'époque, comme Super Mario, comme vous connaissez, on sautait de plateforme en plateforme. Et là, il peut pas sauter. Il va utiliser son grappin en fait pour sauter. Et finalement, on se rend compte que les héros avec des capacités surhumaines, avec entre guillemets des artifices pour les rendre encore plus forts, on a toujours baigné dedans. Il s'appuie sur des experts pour développer ces scénarios ou ces fantasmes d'un homme futuriste. Alors sans doute qu'en 87 sur Bionic Commando c'était un fantasme, mais je pense qu'il n'y avait même pas de transhumanisme derrière tout ça. Voilà, c'était fait. Aujourd'hui, sur les titres qui sortent, Cyberpunk par exemple. Alors sur Cyberpunk, je pense qu'ils ont travaillé en effet avec des experts. Il y a un exemple qui est plus prégnant, qui est sur une grosse licence dans le jeu vidéo qui s'appelle Deus Ex. Et Deus Ex, premier épisode qui est sorti en 2000, et puis il y a 2 autres épisodes en 2011 et 2016. Et dans ce titre, pareil, ils ont fait appel en effet à des experts scientifiques, à des philosophes, pour en fait s'assurer que toutes les prothèses qu'ils pouvaient mettre en fait sur le personnage Adam Jensen étaient plausibles, pour essayer d'avoir quelque chose. Alors c'est bizarre, on est dans le futur, mais on veut quand même s'assurer que tout ce qu'on met dans le jeu est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc oui, aujourd'hui ils travaillent beaucoup avec les chercheurs quand il s'agit de ce type de scénario. Stanislas Depré, le mot de la fin. Vous avez travaillé sur un jeu vidéo qui parle de transhumanisme. Non, je voulais vous donner le mot de la fin sur le corps des transhumains. Il y a une honte du corps humain dans ce futur fantasmé ? Non, ça je crois pas. C'est beaucoup ce qu'on dit. Non, je ne pense pas. Je voudrais, si vous me permettez, puisque puisque vous me donnez le mot de la fin, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur donc la pandémie qui mettrait un bémol à cela. Je crois pas du tout, et d'une façon assez évidente. Lorsqu'il y a eu des grandes pestes, je fais ça à la grosse touche. Lorsqu'il y a eu des grandes pestes en Europe, ce qu'on faisait, on allait faire des processions, on faisait des messes, etc.
Là, on ne croyait pas à la science. Et historiquement, ça s'explique. Évidemment, la science n'était pas développée. Aujourd'hui, il paraîtrait absurde d'aller faire une procession à la Vierge ou à je ne sais qui pour demander à Dieu de supprimer la pandémie. En quoi mettons notre confiance? En la science. Alors, ça ne veut pas dire que ça résout tout. Et je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, la question n'est pas là. Mais donc, la question, c'est que quand même notre imaginaire reste un imaginaire scientifique, ou est devenu un imaginaire scientifique. Et qui peut aller effectivement jusqu'à tuer la mort, et là on rejoint la religiosité. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que différents auteurs transhumanistes disent grâce à la science, on met fin à la parenthèse darwinienne. C'est-à-dire qu'on met fin à cette idée que la biologie peut s'en prendre à notre corps et arriver à nous tuer ou à nous rendre malades. On peut arriver à tout modifier. Et donc, ce n'est pas une haine du corps, c'est l'idée que ce serait une haine de la biologie, si vous voulez, une haine de la nature telle qu'elle est, et un espoir fou qu'on puisse l'améliorer. Merci. Merci. Justement. Merci beaucoup. On pourrait passer encore des heures avec vous. Stanislas Depré, chercheur associé à Ethics, Université catholique de Lille. Jean-Gabriel Ganassia, président du comité d'éthique du CNRS, chercheur en intelligence artificielle au LIPSI CNRS. Et Brice Nguessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. Nous, juste après la pause, d'ailleurs, Brice, restez attentif, on va parler des studios de jeux côté coulisses. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec Game Business et Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, donc, vous allez nous raconter la fabrique des grands studios de jeux. Absolument, et plus particulièrement des studios de jeux français. Parce qu'en France, en fait, on est très très fort dans le développement de jeux. Rendez-vous compte, plus de 300 studios de développement en France et plus d'une vingtaine qui comptent sur la scène internationale. Par lequel allez-vous commencer ? Écoutez, je vais commencer par le number one, je vais commencer par Ubisoft, mais je vais aussi vous raconter l'histoire des studios Gameloft et Ketchapt, parce que leur histoire est intimement liée justement à Ubisoft. On a mis épisode 1, si on n'a pas le temps de tout dire. Ubisoft, société créée en 86 par les frères Guillemot, qui part du principe et qui font la constatation que les jeux en France sont très chers et mal distribués, et qu'ils peuvent faire mieux. Alors en 86, c'est pas 2020, le jeu vidéo reste confidentiel. La NES de Nintendo vient de sortir, la Sega Mega Drive va sortir la même année, et puis côté ordinateur, on parle de l'Amstrad CPC 64, du Commodore 64, de l'Euro4MOS, du TI 99 4A, bref, c'est l'âge d'or du 8 bits. Donc il faut avoir quand même de la vista à l'époque pour penser que le jeu va se généraliser partout et à tout le monde. Et pourquoi ce nom Ubisoft ? Alors, les frères Guillemot viennent du Morbihan. Alors, il y en a qui disent que Ubisoft, ça veut dire l'union des Bretons indépendants. Bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peu importe, en tout cas, la société communique autour du fait que Ubi, ça veut dire ubiquité, donc ils veulent faire des jeux dans tous les domaines et les distribuer partout. En tout cas, moi, je trouve que le nom Ubisoft sonne bien, et puis, ça sonne bien Ubi et Ordi. Et ça a bien démarré, ça a démarré vite. Ça a très bien démarré. Création en 86, donc autour d'un système d'achat qui est assez perfectionné, de distribution notamment auprès des retailers physiques qui existaient en masse à l'époque, et puis revendre des jeux étrangers, Atari, LucasArts, Sierra, Amstrad, et ils commencent à faire leurs propres jeux, notamment avec Zombie et Iron Lord, qui à l'époque vont se vendre chacun plus de 100 000 exemplaires, ce qui est assez énorme. Et puis, 95, la naissance de la mascotte d'Ubisoft, Rayman, leur première franchise, un petit bonhomme, vous voyez, qui n'a ni pieds, ni jambes, ni bras, qui est assez étonnant. Et fort de ça, leur chiffre d'affaires augmente. En 96, ils font 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est la cotation en bourse. L'action vaut en 96 2,5 €. Aujourd'hui, 40 fois plus. L'action vaut 80 € et la société est cotée, a une capitalisation boursière de plus de 9,5 milliards d'euros. À partir de ce moment où justement il y a cette introduction en bourse et donc des moyens pour se développer, quelle va être la stratégie d'Ubisoft ? En fait, Ubisoft, ils ont vraiment eu de la vista. Ils sont vraiment visionnaires. Ils ont tout de suite compris que ce qui comptait, c'était la taille, c'est-à-dire le nombre de développeurs capables de développer des jeux
tout type de jeux sur toutes les plateformes et ils ont compris directement l'importance des franchises. Alors les franchises, c'est quoi? Ce sont des licences, ce sont des droits de propriété intellectuelle sur les jeux et donc sur les personnages et donc sur les univers et donc sur les produits dérivés. Et ça, c'est très important parce que avoir une franchise, c'est avoir la capacité de faire des suites. Et une suite, si le numéro 1 a bien marché, on verra sur la chronique, si on en fait 1 ou 2 ou 3, si le numéro 1 a bien marché, il y a quand même des chances pour que l'épisode 2 et l'épisode 3 marchent bien. Donc des revenus prédictibles plus importants, un coût moins important évidemment, parce qu'il n'y a pas le coût de création des personnages. Et donc Ubisoft va se mettre en quête d'achat d'un certain nombre de studios pour acheter à la fois des développeurs et des franchises. Et les investisseurs suivent derrière? Alors les investisseurs suivent, d'autant qu'ils vont acheter énormément de studios. Le studio fondé par Tom Clancy, ils vont sortir en 2002 le jeu Tom Clancy Splinter Cell qui va faire un carton. Ils vont acheter la franchise Myst, un célèbre jeu d'aventure, la franchise Prince of Persia, sortir le jeu Prince of Persia Les Sables du Temps qui va faire un carton. Ils vont racheter un studio allemand avec la franchise Anno, le jeu d'exploration. Ils vont racheter un studio français qui est dans le 15e, pas très loin d'ici, avec la franchise Trackmania, et ils vont créer leur propre franchise. 95, la franchise Rayman. 2006, la franchise des Lapins Crétins, qui sont au départ des ennemis un peu gentils de Rayman. 2007, la licence Assassin's Creed. Et ensuite, la licence Just Dance, là où ici, ils vont révolutionner la manière d'interagir avec les jeux vidéo et ils vont faire danser toute une génération, encore aujourd'hui, autour d'un jeu. On termine avec la bagarre des investisseurs. Ils n'ont pas eu de chance, Ubisoft. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'investisseurs bienveillants chez eux. Il y a eu des fonds de pension, il y a eu des venture capital qui sont allés prendre des profits sur la société. Et puis ils ont fait l'objet de 2 raids. Ouais. En 2004, Electronic Arts qui rentre au capital de Ubisoft à hauteur de 20% en indiquant clairement qu'ils voulaient faire une OPA. Finalement, elle ne se fera pas et les fondateurs se sont battus. Et puis, la fameuse OPA aussi manquée de Vivendi en 2015 qui rentre au capital d'Ubisoft à 6, 10, puis 25%. Guerre médiatique énorme entre les frères Guillemot et Vivendi et Vincent Bolloré. Finalement, Vivendi va abandonner son raid sur Ubisoft et sort en 2016. Enfin, Vivendi s'en tire bien parce que Vivendi fera 1,2 milliard de plus-value sur la société. Bon, ben voilà, c'était pour notre épisode 1 de la saga des studios français à succès. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Avant de se quitter, on termine avec les avancées de la Chine et son soleil artificiel. À quoi ressemblera demain? Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, Cécilia Sévry revient sur l'activation réussie d'un réacteur expérimental à fusion nucléaire. On regarde. Bonjour Delphine. Vendredi dernier, la Chine a activé avec succès son réacteur expérimental à fusion nucléaire le plus avancé du pays. C'est un véritable pas en avant pour la maîtrise et surtout l'exploitation d'une énergie véritablement propre. Alors ce réacteur chinois, c'est le tokamak HL2M. Il a fini d'être installé il y a 1 an seulement dans la province de Sichuan et on le surnomme le soleil artificiel parce que l'ambition de cette centrale, c'est de produire de l'énergie en reproduisant ce qu'il se passe à l'intérieur de notre étoile. Vous le savez, notre étoile produit à l'intérieur d'elle-même de véritables fusions nucléaires. Des fusions à ne pas confondre avec les fissions, c'est-à-dire la division d'atomes. La fission nucléaire, c'est ce qui s'opère dans les centrales atomiques classiques partout dans le monde. Alors pour produire ce qu'il se passe dans notre étoile, il faut réussir la transformation de l'hydrogène en hélium. Et pour ça, la Chine a créé une véritable chambre vide en forme de donut. Le processus peut se résumer en 4 étapes. Premièrement, on injecte à l'intérieur de cette chambre de gaz du gaz de deutérium, c'est-à-dire un isotope naturel de l'hydrogène. Ensuite, on chauffe. On va faire passer un courant électrique au sein de cette chambre qui va chauffer
le gaz. Et puis là, l'hydrogène va entrer en fusion et va se retrouver complètement dépouillé de ses électrons. C'est ce qu'on appelle le plasma. La troisième étape va donc consister à stabiliser ce plasma au sein même du champ magnétique afin de récupérer l'énergie. Et puis la dernière étape, cette énergie, il faudra la récupérer via les parois de la chambre pour produire finalement de l'électricité. Alors il faut savoir que plus le plasma est chaud, plus l'énergie récupérable va être élevée. Et c'est intéressant parce que le courant électrique à ce moment-là pourra atteindre des milliers d'ampères et justement le tokamak est capable d'atteindre jusqu'à 200 millions de degrés Celsius. C'est plus de 10 fois la température qui règne finalement au cœur de notre Soleil. On va donc surpasser ce qu'il se passe dans notre étoile. Mais la grande difficulté, c'est justement la stabilisation de ce plasma. Il faut maintenir des températures de façon durable avec des matériaux résistants, sinon les parois de la chambre se verront abîmées et il faudra tout recommencer. Ça demandera beaucoup plus de maintenance. C'est la grande difficulté aujourd'hui, c'est la partie la plus délicate. La stabilisation, aujourd'hui, elle n'a pas lieu assez longtemps. Le record est de 100 secondes. Et c'est la Chine qui a décroché ce record en premier. Ils sont donc avancés sur le sujet, mais ils ne donnent pas, ce pays, de date d'exploitation pour le moment. Pourtant, le temps presse. Si la Chine est le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables, c'est aussi le plus grand pollueur au monde. Alors la recherche sur la fusion nucléaire ne date pas d'hier et il faut citer comme exemple le projet de centrale internationale ITER. C'est une centrale installée en France, dans le sud de la France, dont la construction devrait s'achever d'ici 2024. En fait, elle a 5 ans de retard déjà. C'est un projet faramineux qui réunit 35 pays et pour une somme déjà de 20 milliards d'euros investis. L'objectif, c'est de produire une énergie propre d'ici 2050. Ce sera le plus grand tokamak quand il sera terminé, jamais conçu. Et les résultats seront décisifs pour ouvrir la voie aux centrales de fusion électrogène de demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup dans quelques instants. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.